Mossoul reste à prendre et Raqqa, capitale administrative en Syrie du proto-État islamique, est le nouvel objectif des Occidentaux. Avec quelle chance d'éradiquer définitivement Daesh? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Camions suicides, mines, snipers. En Irak, les djihadistes tentent de ralentir la coalition anti-Daesh qui a pour mission de libérer Mossoul de l'État islamique. Sur ces images, un islamiste sort d'un trou dans le sol et ouvre le feu sur des soldats avant de se faire exploser. Malgré ces embuscades, les forces de la coalition avancent sur plusieurs fronts. Schématiquement, au sud, l'armée irakienne épaulée par la France et les États-Unis. À l'est, les forces spéciales irakiennes et les combattants kurdes. Au nord, des milices irakiennes sunnites soutenues par la Turquie. La bataille de Mossoul sera longue, mais déjà la coalition internationale anti-Daesh, réunie cette semaine à Paris, prépare la suite des opérations. Prochaine cible, Raqqa en Syrie, où les djihadistes pourraient battre en retraite. Nous sommes conscients qu'un certain nombre de terroristes vont aller vers Raqqa. Ce sera d'ailleurs, si Mossoul tombe, le dernier bastion de Daesh. Raqqa, la syrienne, est depuis 2013 la capitale politique et administrative de l'État islamique. C'est depuis cette ville que des attentats en Europe ont été orchestrés. Sauf que lancer une offensive sur Raqqa revient à résoudre un casse-tête géopolitique. Alors que Damas et son allié russe sont absorbés par leur bombardement sur Alep, le président turc s'est dit prêt aujourd'hui à lancer l'offensive sur Raqqa avec les États-Unis, mais sans les Kurdes syriens qu'il qualifie de terroristes. Nous avons proposé d'expulser l'État islamique de Raqqa. Nous pouvons le faire ensemble, nous en avons la capacité. Alors, la bataille finale contre l'État islamique aura-t-elle lieu? L'idéologie meurtrière des djihadistes peut-elle survivre à la chute du califat? Avec quelles conséquences sur la menace terroriste en Europe? On va voir ça avec vous trois. Louloua Al-Rachid, bonsoir. Vous êtes chercheuse à Sciences Po, vous êtes spécialiste de l'Irak et vous considérez que faire de Raqqa le prochain objectif est tout à fait symbolique. Ça revient à dire aux opinions occidentales qu'on a éradiqué Daesh. Néanmoins, Raqqa n'a pas la même importance démographique, économique et culturelle que Mossoul. À côté de vous, Caroline Galacteros, bonsoir. Vous êtes colonel dans la réserve opérationnelle des armées, vous êtes spécialiste de la guerre et vous allez me préciser, mais je le dis avant vous, que vous parlez à titre personnel. Exactement. Voilà, et vous considérez que les États-Unis veulent une victoire en Irak pour faire oublier leur impuissance en Syrie. Et à votre avis, ils vont faire en sorte, d'une façon ou d'une autre, que la situation syrienne ne s'améliore pas. Vous nous expliquerez un petit peu dans le détail ce que veut dire ce « ne s'améliore pas ». Ziad Majed, bonsoir. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes professeur à l'Université américaine de Paris. Vous estimez que la perte de Mossoul et de Raqqa ne diminueront pas le risque de frappe terroriste, car Daesh est un problème largement plus politique et sociétale, au fond, que militaire. Une question d'un internaute en 28 secondes, Nadia. Téléspectatrice, une question que je voulais tout de suite. Qu'en est-il du million de civils irakiens qui tentent de fuir Mossoul ou qui espèrent y rester en vie? Caroline Galacteros, que se passe-t-il pour les populations civiles et qui est-ce qui les protège? Est-ce qu'on les protège? Est-ce qu'on les protège? C'est une excellente question. Pour l'instant, je crains qu'elle ne soit dans la même situation mutatis mutandis que ce qui se passe à Alep en Syrie. C'est-à-dire qu'elles sont aussi les victimes des gens qui sont à l'intérieur de la ville et qui ont tout intérêt à en faire des boucliers humains, au moins à certains endroits, pour éviter de se faire frapper, puisque nous n'avons peut-être pas la même approche que les Russes en matière de bombardement, et notamment de bombardements pouvant toucher des civils d'une manière trop spectaculaire, trop visible. Ça veut dire quoi? C'est une entrave à la coalition pour avancer? C'est-à-dire que... Oui, c'est une entrave. Oui, et pour l'instant, d'ailleurs, ça stoppe un petit peu. C'est un problème. C'est-à-dire, on peut difficilement, après avoir parlé, avoir monté l'assaut sur Alep, comme on l'a fait du côté occidental, trouver que ce qui n'est pas faisable à Alep est faisable à Mossoul. Alors, Arnaud, un chiffre pour comprendre. C'est le chiffre du jour, 10. Ouais. Ça fait 10 jours que l'offensive contre Mossoul est commencée. On en est que dans les faubourgs, on n'est pas encore rentré. Alors, la question, c'est simple. Mossoul était tombé très vite dans les mains des Américains. C'était donné aux Américains, était tombé très vite dans les mains de l'État islamique. Alors, combien de temps ça va durer, Al-Rachid?
Alors, depuis 10 jours, en fait, l'offensive a commencé il y a 10 jours. Pour le moment, ce qui a été fait, c'est un simple grignotage des environs de Mossoul de la part de cette coalition hétéroclite de forces kurdes, sunnites, de forces spéciales irakiennes, de milices. Pour le moment, les milices sont un peu en retrait. Mais pour le moment, ce qui a été, les régions libérées, ce sont simplement des villages, des hameaux, parfois de quelques centaines d'habitants, plus ou moins désertés depuis de longue date. Donc, on peut pas véritablement dire que le front avance, qu'on s'approche de... Certes, les forces approchent de Mossoul. Mossoul est encerclée, mais je crois que la vraie bataille de Mossoul se déroulera dans la ville de Mossoul. Et comment ça va se passer ? Ça va être une bataille rue par rue, ou bien on va espérer que la population se soulève et aide les libérateurs, si on peut parler comme ça ? Si tant est que la population soit prête à aider les libérateurs. Pour le moment, les nouvelles que nous avons indiquent que Daesh tient la ville d'une façon extrêmement violente et brutale, qu'il y a eu une série d'exécutions, des tas de personnes ont été exécutées. Les personnes suspectées de renseigner la coalition ou d'avoir des velléités de fuite ou de trahison pour dissuader, sont immédiatement exécutées. Donc il est difficile de s'attendre à un soulèvement général de la population. La population est épuisée. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'elle vit sous le joug de l'État islamique. Elle est encerclée, elle est coupée du reste du monde. L'état-major de l'État islamique est toujours là, Ziad Majed ? On ne sait pas exactement si cet état-major est resté à Mossoul ou bien s'il bouge. Il y a beaucoup de mouvements. Daesh a établi une règle militaire de mouvement permanent. On ne sait pas où est al-Baghdadi ? Non, on ne sait pas où est al-Baghdadi. Peut-être une partie. On sait combien de djihadistes à peu près sont à Mossoul ? Non, il y a toujours des estimations, mais je pense que les estimations ne sont pas tout à fait précises. On parle parfois de 20 000, on parle dans tout l'Irak, puis on dit que non, ça comprend également la Syrie. On arrive à 30 000. Je pense que les chiffres peuvent tromper un peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie des dirigeants de Daesh est restée en Irak, une autre est en Syrie. Ils préparent peut-être l'après. Il y a la tactique de guerre des snipers, des kamikazes qui ralentissent le progrès des forces. Mais si vous permettez juste rapidement, je ne pense pas qu'on peut comparer Mossoul à Alep. Il n'y a aucune possibilité de comparaison. Premièrement, Alep, il n'y a pas de Daesh à Alep depuis très longtemps. Les combattants qui défendent la ville d'Alep... Les rebelles, c'est eux qui ont... Non, ce n'est pas Nusra. Même Stéphane de Mistura reconnaît qu'il y a 200 combattants. Stéphane de Mistura, c'est l'envoyé de l'ONU. Tout à fait. Il dit qu'il y a 200 combattants de Nusra, après qu'il avait proposé 900, sur les 10 000 combattants qui défendent la ville d'Alep. Vous voulez dire que c'est une coalition de rebelles qui sont les enfants d'Alep et les enfants des quartiers est d'Alep. Et c'est eux qui ont chassé Daesh d'Alep en décembre 2013 et en janvier 2014. Ça, c'est un. 2, il peut toujours y avoir dans les guerres, et ça c'est malheureux, et j'aime pas la terminologie, mais on dit parfois des dégâts collatéraux, c'est-à-dire on bombarde les combattants et on tue des civils. Or, ce n'est pas du tout le cas d'Alep. Ça peut être le cas de Mossoul, et j'espère qu'il n'y aura pas des pertes civiles, mais peut-être il va y avoir. Tandis qu'Alep, non. C'est un bombardement sur les civils systématique, qui n'a rien à voir avec les lois des conventions de guerre et de Genève de 1949. Ils visent les hôpitaux, ils détruisent l'infrastructure d'Alep, ils visent les civils. Hier, ils ont commis des massacres dans des écoles, ils l'ont fait dans des boulangeries. Incomparable, l'approche russe et celle du régime syrien et celle de la coalition internationale, bien que je ne défends pas la coalition non plus, qui a fait également... Qui doit rentrer dans Mossoul ? Je pense qu'aujourd'hui, on a un grand problème. Ça, c'est peut-être une question à évoquer. Mossoul et le cas de Daesh en Irak est différent du cas de Daesh en Syrie. Mossoul. Parce que Mossoul, on parlera de Raqqa après. Il y a un malaise arabe sunnite qui est installé en Irak, vu la marginalisation de ces gens-là. Il doit y avoir une coalition de forces irakiennes du gouvernement, mais également de milices sunnites arabes irakiennes. Et il doit y avoir surtout un processus politique après, parce que si on bat Daesh sans inclure les Arabes sunnites dans ce processus politique-là, on sera comme la configuration de 2009, quand Al-Qaïda a été battu, et 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, Daesh a émergé parce que la marginalisation, l'hégémonie iranienne et la mauvaise gestion de la situation irakienne a produit la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Caroline de Galacteros, vous êtes d'accord pour la gestion politique après, du jour d'après ? Bien sûr, il faudrait toujours une gestion politique, mais là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus large encore que et l'Irak et la Syrie, qu'on les sépare ou qu'on ne les sépare pas. Et d'ailleurs, vous dites Daesh est un épouvantail qui arrange tout le monde. Oui, ça veut dire pour moi, Daesh est un épouvantail qui, en l'état actuel des choses, arrange tout le monde parce que par contraste, par déclinaison, Al-Qaïda et donc Al-Nosra
et tous les petits groupes qui en dépendent et qu'on appelle... Al-Nusra qui a pris ses distances avec Al-Qaïda pourtant récemment. Oui, oui, bien sûr. Ils se sont détachés d'Al-Qaïda. Oui, mais il ne faut pas oublier que tous ces groupes sont en rivalité les uns avec les autres. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de la même mot en termes de terrorisme islamique. Revenons sur l'épouvantail. Premièrement, l'épouvantail, c'est que tout le reste paraît presque respectable. En ce moment même, les États-Unis, la coalition, cherchent aussi à trouver des interlocuteurs. C'est bon sens, non? Mais c'est d'un extrêmement bon sens, sauf que c'est quand même d'interlocuteurs légitimes et valables. Non, ce qui est de bon sens, c'est de s'attaquer d'abord à Daesh et puis de faire plus ou moins avec les autres groupes. Le bon sens, en fait, le bon sens consisterait à ne pas être obsédé uniquement par l'outil militaire et ne pas penser que la guerre contre le terrorisme a commencé en 2001. En 2001. Et elle n'a jamais vraiment pu aboutir, elle n'a jamais vraiment pu donner des résultats. La réponse, vous voulez dire qu'elle a été malmenée? L'outil militaro-sécuritaire ne suffit pas. On est confronté à des sociétés qui sont livrées à elles-mêmes, qui sont en plein chaos, dont toutes les structures de régulation, dont toutes les institutions se sont effondrées. Il y va de la reconstruction politique et non pas de la simple destruction de foyers terroristes. Quand bien même Daesh serait éradiqué de ses sanctuaires, aujourd'hui le plus important étant Mossoul, et je dirais que Raqqa, compte tenu de sa taille et de sa taille et le deuxième sanctuaire, Daesh, il importe peu à Daesh de perdre ses sanctuaires territoriaux et ça fait plusieurs mois que dans les publications de Daesh sur les sites djihadistes qui leur sont favorables, il est question d'aller au-delà de la territorialisation. Cette expérience-là a été tentée. Ils ont réussi à tenir le territoire pendant 2 ans et demi en Irak. Aujourd'hui, ils refluent. Ils sont déjà dans l'après. Et en Irak, Daesh n'est pas uniquement concentré à Mossoul. Il est en différents endroits du pays. Louloua Al-Rachid, on va y revenir, mais vous allez nous faire entendre quelqu'un qui n'a pas compris peut-être que le militaire, c'était insuffisant. C'est le chef d'état-major Ashton Carter. Non, c'est le secrétaire d'État à la défense américain. Ashton Carter, qui explique qu'après Mossoul, il faudra songer à Raqqa pour que Raqqa ne soit pas la base arrière de Daesh. C'était à Paris cette semaine. On regarde Ashton Carter. Quelle force militaire va prendre Raqqa ? Ce doit être des forces locales, efficaces et motivées, que nous devons identifier et habiliter. C'est la stratégie générale de la coalition, car nous cherchons une défaite durable de Daesh. Et une défaite durable ne peut pas être obtenue par des forces extérieures. Alors, les forces extérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les Turcs qui doivent prendre Raqqa? C'est quoi la différence entre Mossoul et Raqqa militairement? Pourquoi les Occidentaux disent qu'il faut que ce soit des forces locales qu'ils prennent? Parce que les Occidentaux ne sont absolument pas disposés à envoyer des troupes au sol. Et cette guerre contre Daesh est une guerre par procuration, est une guerre qu'on livre grâce à des sous-traitants locaux, en leur fournissant une simple couverture aérienne. Alors Erdogan a l'air candidat pour sous-traiter visiblement. Caroline Galacteros. Je pense qu'Erdogan serait ravi de s'approcher de Mossoul et de récupérer une profondeur stratégique. Avant les Kurdes, il faut y aller avant les Kurdes. De Raqqa. Mais les Kurdes sont les grands. Non, mais les Kurdes sont les grands perdants. Voilà, les Kurdes syriens sont les grands perdants de cette affaire. Excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai entendu le président. Privilégier le bon sens. Non. Le bon sens. J'espère. La Turquie est déjà engagée sur plusieurs fronts. La Turquie a un front intérieur, est en guerre contre sa propre minorité kurde. Depuis, il y a une escalade de la violence dans le sud-est de la Turquie. Elle est déjà engagée au sol en Syrie. Je la vois mal aujourd'hui se lancer dans une aventure en Irak, alors qu'en Irak, elle a affaire à un État qui est considéré comme plus ou moins légitime. Elle a affaire à un gouvernement, elle a en face d'elle un gouvernement qui est considéré comme légitime par la communauté internationale, ce qui n'est pas le cas de la Syrie. Donc l'intervention turque en Syrie, à Raqqa, à Mossoul, me semble de l'ordre du fantasme. Pour à Raqqa, c'est possible. C'est possible. Alors, il y a aujourd'hui une course entre deux forces, disons. Il y a l'armée syrienne libre et certains groupes islamistes syriens soutenus par les Turcs. Et il y a les forces kurdes. Dans les deux cas, il peut y avoir une couverture aérienne. Dans le cas américain, 100 soldats sur le sol. Dans le cas de l'armée libre et de certains islamistes syriens, avec peut-être une présence des chars turcs qui peuvent les aider. Pour la Turquie, c'est un veto catégorique que les Kurdes
puissent prendre Raqqa. D'ailleurs, toute l'opération qu'ils ont menée, c'était pour éloigner Daesh de la frontière, c'était pour ne pas permettre aux Kurdes d'avoir une continuité territoriale entre leurs 3 cantons, et c'était pour créer de facto une zone tampon où l'opposition syrienne pouvait trouver refuge et s'éloigner des raids aériens. Maintenant, qui a la possibilité de prendre Raqqa? À mon avis, les seuls, c'est les Syriens opposants au régime Assad, soutenus par les Turcs, parce que Raqqa est une ville arabe sunnite. L'arrivée des Kurdes va créer des tensions. Déjà, il y a des tensions dans les zones que les Kurdes ont contrôlées, puisqu'il y a eu des villages arabes déplacés, il y a des propriétés de terre qui créent des problèmes. Et j'ajouterai une seule chose, c'est que la distinction qu'on faisait entre djihadistes et islamistes par rapport à la lutte territoriale, les djihadistes n'étaient pas concernés par la territorialité des conflits et par leur temporalité. Il y a eu une rupture durant l'expérience de Daesh qui a contrôlé un territoire. Maintenant, Daesh peut repasser à l'ancienne configuration, celle de la nébuleuse djihadiste, qui recrute sur le net, qui a des cellules dormantes, qui a la clandestinité, comme Al-Qaïda a opéré pendant de longues années. Donc, battre Daesh comme battre Al-Qaïda avant, sans trouver des solutions politiques, sans tourner la page du despotisme des régimes arabes qui ont détruit les sociétés, qui les ont déstructurées, comme le disait Loual Rachid, on aura toujours un phénomène de ce genre. Vous vouliez rajouter un mot? Et puis je voulais vous poser une question sur les Russes aussi, on n'a pas parlé des Russes. Je pense que peut-être le despotisme arabe a déstabilisé les sociétés, mais ce qui a aussi déstabilisé les sociétés, c'est la déstabilisation assez délibérée des grands États laïcs arabes. Je pense que là, quand même, entre l'Irak, la Libye, la Syrie, on a quand même 3 beaux exemples avec des conséquences sur le terrorisme international. Comment vous définissez laïcité? C'est-à-dire laïcité et fascisme moi, je parle des États. Ne peuvent pas aller ensemble. Je parle des États, des structures d'États. Autoritaires, injustes, autocratiques, corrompus, fascisants. Tout ce qu'on veut, fascisants, tout ce qu'on veut. Un État. Bon. Voilà, après, tout dépend. Ce que les sociétés arabes ne souhaitent pas avoir, des États fascistes qui les écrasent. Qui parlent pour elles, qu'est-ce qu'elles représentent. Vous avez posé une question sur la stratégie russe. Alors, voilà, je ne vais pas parler pour elles non plus. Pour moi, non, je ne parle pas pour elles du tout. Caroline Galacteros. J'essaie de poser les problèmes. Simplement, la stratégie russe, en un mot, très facilement, par rapport à Raqqa. C'est tout simple. C'est par rapport à Raqqa. C'est un cadre plus large. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre ni Mossoul, ni Raqqa, ni la Syrie, ni l'Irak si on ne comprend pas que tout ça dépend de la relation américano-russe et de son évolution. Voilà, point. Donc c'est ça qui va déterminer ce qui sera possible, pas possible, les alliances, les contre-alliances et les possibilités des uns sur le terrain et des autres. Alors, la stratégie russe, c'est tout simplement la Syrie utile, à mon avis, la pression sur les prix du pétrole, et pour faire pression sur les prix du pétrole, pour qu'ils remontent, il faut s'entendre, il faut faire pression sur les Saoudiens, donc s'entendre avec les Iraniens. Là aussi, il y a un point dont on ne parle pas assez. Donc voilà, et préserver l'État syrien, tel qu'il soit, bien au-delà de Bachar. Alors, et ceci se fait grâce à quelques généraux ardents, un général parmi eux, auquel Thibault Nolte enlève quelques barrettes. Il s'appelle le général Valéry Gerasimov. Il a été très zélé hier en Tchétchénie. Il n'est pas trop zélé, peut-être aujourd'hui, en Syrie. Son portrait. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que les djihadistes décampent de Mossoul, le chef d'état-major des armées russes plaide pour leur destruction sur place. Alors, faut-il dégoupiller Valéry Gerasimov? Valéry Gerasimov est numéro 3 dans la hiérarchie militaire russe, derrière son ministre et Poutine lui-même. Si en 1999, Vlad promettait d'aller buter les terroristes jusque dans les chiottes, au moment où se dessine la libération de Raqqa, Valéry adapte la rhétorique du patron. Nous irons buter les terroristes jusque dans les hammams. C'est bien, non? Implacable commandant de la Seconde Guerre de Tchétchénie hier, il contrôle aujourd'hui les 770 000 soldats russes, dont le contingent engagé en Syrie. Val n'intervient pas à Mossoul, mais devant l'exode de Daeshiens poltrons vers Raqqa, il a appelé les coalisés à les vitrifier in situ. Ce serait comme un Damien Hirst en plein désert, un chef-d'œuvre d'art militaire contemporain. C'est bien, non? Gerasimov, le Tatar, est un militaire hardcore qui porte la Ranger depuis la primaire. Nommé en 2012, notamment pour viriliser une armée que l'équipe précédente avait féminisée, il est le cerveau de l'offensive ukrainienne et de l'opération de sauvetage du boucher de Damas. Le commerce de proximité, c'est l'avenir, non? Homme d'action, le général est aussi théoricien, auteur d'une doctrine de déstabilisation
laquelle serait à l'œuvre dans les récents piratages d'emails du Parti démocrate américain. Jusqu'ici, le polyguerrier maître des kilotonnes et des kilobits se tient hors de Raqqa. Jusqu'ici, tout va bien. Merci Thibault Nolte. Nadia, le risque de retour des djihadistes, oui, en tout cas, François Hollande a appelé mardi à la vigilance face à ce retour de combattants étrangers après les offensives sur Mossoul et sur Raqqa. Avant lui, le commissaire européen pour la sécurité s'est également dit très inquiet. Et on peut rappeler en effet qu'il y aurait, ce sont des estimations, 300 combattants français à Raqqa et autant à Mossoul, auquel il faut ajouter les Britanniques et les Belges. Et que l'attention particulière portée à Raqqa par la France, elle provient du fait que c'est de là-bas qu'ont été pilotés les attentats de novembre et que certains donneurs d'ordre s'y trouveraient toujours. Et pour enfoncer un peu plus le clou, une source militaire a expliqué cette semaine que ces futurs vétérans de Daesh, c'est comme ça qu'il les a appelés, sont désormais des terroristes aguerris qui connaissent les filières et qui sont devenus des experts en matière d'explosifs. Ils sont prêts à en découdre et ils sont autonomes. Et puis également, cette semaine, le Centre d'analyse du terrorisme a révélé ce qu'ont coûté les attentats commis en France par l'État islamique. Presque rien. Quelques milliers d'euros ont suffi. Autrement dit, pas besoin d'un État islamique fort pour que des attentats aient lieu sur le sol européen. Loulou Al-Rachid, après Daesh, c'est plus d'attentats chez nous? Absolument, pas besoin d'un sanctuaire territorial pour commettre des attentats partout dans le monde. C'est même plutôt le contraire. Pas besoin d'une énorme logistique. On a toujours dit que tout était coordonné de là-bas, qu'il y avait une personne, c'était beaucoup plus centralisé qu'on ne le croyait. Le pouvoir politique ne peut pas rester impuissant. Donc on nous explique qu'en détruisant Raqqa ou en détruisant Mossoul, on affaiblit la menace djihadiste et on se protège. La corrélation est discutable. À partir du moment où il y a eu l'État islamique, il y a eu des attentats. On ne peut pas inverser la chose. S'il n'y a plus d'État islamique, il n'y aura plus d'attentats? Ou il y en aura moins? Alors, quel que soit le nombre de djihadistes éliminés, il en restera forcément. Ils vont se disperser et on le sait historiquement, une fois qu'ils ont perdu leur sanctuaire territorial, ils ont tendance à se replier vers leur pays d'origine. C'était le cas des djihadistes, des Arabes afghans, ce qu'on appelait les Arabes afghans. Ils se sont, au début des années 90, rapatriés dans leur pays d'origine, où ils ont été, pour certains, incarcérés immédiatement. D'autres se sont évaporés dans la nature. Sont convertis. Certains ont été récupérés par les services de renseignement des régimes sur place qui les ont utilisés et manipulés pendant très longtemps. Donc, dans le cas des Belges et dans le cas des Britanniques ou des Français, par exemple, on peut imaginer des retours animés par des idées qu'ils arrivent à en sortir vivants. Oui. Est-ce que l'armée française essaye de les tuer spécifiquement sur place? Il y a eu plusieurs récits qui montrent que des djihadistes ont été assassinés là-bas, ont été ciblés directement par les Occidentaux. Par les Occidentaux. Chacun voulant éliminer les siens. Les Britanniques l'ont fait, je pense que les Français l'ont fait, d'autres l'ont fait également. Mais est-ce que c'est suffisamment efficace ou pas? Est-ce que c'est juste en assassinant, en tuant, on peut gagner la guerre qu'on a appelée contre le terrorisme, qui est un concept et qui n'est pas un corps? Ça veut dire qu'on n'éradique pas un groupe djihadiste comme on veut le faire? Non, je pense que ça, c'est encore une fois, ça nous renvoie vers les questions politiques, vers les questions sociétales, vers pourquoi il y a un certain malaise qui produit ces djihadistes-là, quelles sont ses racines, quelles sont ses raisons. Et je pense qu'il n'y aura pas de solution directe à cette question entre guillemets de terrorisme, parce qu'il suffit d'un sac à dos, d'un savoir-faire de bombes, et là, ce que certains ont essayé d'appeler radicalisation rapide, comme le fast-food ou islamisation rapide, ce terme aussi n'a pas beaucoup de sens. Il y a une différence entre les... Excusez-moi, mais il y a une différence entre les populations... Il y a une différence entre les populations locales qui ont été, j'allais dire, imbibées par l'État islamique et les mercenaires étrangers. Mais bien sûr. Donc, est-ce que éliminer les étrangers, c'est quand même pas réduire le risque de manière... C'est réduire le risque, mais c'est pas le film. C'est réduire le risque, mais ça n'est pas l'anéantir. Le djihadisme n'est pas qu'un simple phénomène militaire, n'est pas qu'une simple menace terroriste. C'est une idéologie. C'est une utopie. C'est une utopie mobilisatrice pour la jeunesse déshéritée des pays en question et aussi pour une certaine jeunesse européenne. Donc, le phénomène n'est pas éradicable par les simples outils sécuritaires et militaires. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas donc aller à Mossoul ou aller à Raqqa, supprimer leurs sanctuaires territoriaux et aussi libérer les populations qui n'en peuvent plus. Mais voilà, donc ce n'est qu'un pas en avant. Ce ne sera certainement pas la fin de cette menace djihadiste sur le sol. Merci.
à vous trois. L'émission continue dans un instant. Xavier Mauduit et ses brigands de grand chemin sous la Révolution française et Linda Lorrain sur les albinos africains célébrés lors d'un concours de beauté. Mais d'abord des intox. Les forcenés de la vérification de l'information, vous les connaissez, ils reprennent ce soir Éric Ciotti. Ils le tensent même. Le député LR à propos de le député Les Républicains à propos de la colère des policiers.